Alors, bonsoir, je suis Rosalie Sarassoua, je suis la gestionnaire d'initiatives de bénévoles et engagement communautaire pour Percé DT1. Au nom de Percé DT1, nous vous souhaitons la bienvenue à notre série éducative. Nous sommes heureux de vous présenter plus sur la santé mentale et le diabète de type 1. Cette présentation abordera certains aspects du fardeau psychologique associé au DT1 et proposera des pistes pour aider les personnes concernées ainsi que leurs proches à mieux vivre cette expérience, en mettant particulièrement l'accent sur l'adolescent et les adultes. Une période de questions et réponses est également prévue, mais veuillez noter qu'aucune question relative à la santé individuelle ne pourra être abordée. Nous sommes heureuses d'avoir nos deux conférencières, Dawn Davis et Zosha Anders. Percé DT1 est un leader mondial qui travaille vers un monde sans diabète de type 1 grâce à la recherche, au financement et la défense d'intérêts. Nous soutenons les personnes et les familles touchées par le DT1 dès le moment du diagnostic et nous aidons les gens à vivre des vies meilleures, plus saines et plus sécuritaires, tout en travaillant à trouver des traitements curatifs. Nous souhaitons toute personne vivant avec le DT1 de tout âge et à toute étape, incluant la communauté adulte qui est souvent sous-représentée. En tant que visiteur sur ce territoire, nous souhaitons d'abord reconnaître respectueusement que je me trouve dans la ville de Montréal, historiquement connue sur le nom de Jojagé, un territoire autochtone non cédé. Aujourd'hui, nous sommes réunis sur les terres traditionnelles des peuples Kanien'kehá:ka, Mohawk, Haudenosaunee et le peuple Algonquin. Les activités de recherche par CDT1 se déroulent à travers les terres ancestrales et non cédées des peuples Inuits, Métis et Premières Nations d'un océan à l'autre. Alors, la série éducative offre des informations sur un nouveau sujet tous les 2 mois, mais après cette session, nous allons prendre une petite pause pour l'été et nous serons de retour en septembre. Nous offrons aussi une série de discussions virtuelles le 4e mercredi de chaque mois, qui aussi va recommencer au mois d'août. Comme nous sommes un grand groupe, tout le monde est en mode silencieux pour réduire le bruit de fond. La séance va être enregistrée pour publication sur notre chaîne YouTube. Alors, si vous ne souhaitez pas apparaître sur l'écran, vous pouvez éteindre votre caméra. Il y a un bouton pour lever la main si vous avez besoin de clarification durant la présentation. Mais, s'il vous plaît, écrivez vos messages dans le chat, le clavardage, et nous tenterons d'y répondre selon le temps disponible. Je vais regarder le chat en tout temps. L'enregistrement va être partagé dès demain et un courriel adresse sera fourni dans le clavardage pour tout commentaire. Alors, ce soir, nous allons discuter dans le cadre de notre série éducative par CDT1 et à l'occasion du mois de la sensibilisation de santé mentale, cet événement virtuel gratuit fournira des informations et des ressources aux personnes atteintes de DT1 ainsi qu'aux parents et aux proches aidants de ces personnes sur les défis liés à la santé mentale et au fardeau qui représente cette maladie, tout dans un environnement sûr et bienveillant. La santé mentale est importante. Elle est tout particulièrement pour les personnes atteintes du DT1, une maladie chronique qui nécessite chaque jour innombrables décisions en matière d'alimentation, de repos, de loisirs et bien plus encore. Alors ce soir, je vais présenter nos deux conférencières. Dawn Davis est originaire de Colombie-Britannique et titulaire d'une maîtrise en travail social de l'Université McGill. Elle travaille aux cliniques de diabète à l'hôpital de Montréal pour enfants depuis 2008 avec les jeunes et leurs familles. Zosha Anders est titulaire d'une maîtrise en travail social de l'Université de Montréal et détient un permis psychothérapeute émis par l'Ordre des psychologues de Québec. Elle travaille au service de psychiatrie médicale au CHUM et a développé une expertise en intervention en santé mentale en contexte de diabète. Alors, à vous la parole, Dawn. Merci Rosalie et bonjour et bienvenue à tous. Merci d'être là. Je suis Dawn, l'ATS dans la clinique de diabète à l'hôpital Montréal pour enfants. Alors, je me concentre ce soir sur la perspective familiale et plus spécifiquement l'adolescence.
On discutera ce soir d'un exemple de cas fictif afin de souligner certaines interactions entre le développement de l'ado, le diabète de type 1 et la dynamique familiale. On regardera également l'impact du diabète de type 1 sur les parents ou proches aidants et des moyens de préserver le bien-être familial pendant l'adolescence. La deuxième partie, Zosha abordera la détresse liée au diabète chez un adulte avec une expérience vécue. Alors, commençons par un petit rappel sur l'autocompassion. Pardonnez-vous de ne pas savoir ce que vous ne saviez pas avant de l'avoir appris. Bon, je vous présente Nicolas. Nicolas a 15 ans, il vit avec ses deux parents et sa sœur de 11 ans. Il a récemment reçu un diagnostic de diabète type 1 il y a 6 mois. Il semblait s'adapter rapidement. Ses parents étaient tous les deux impliqués au départ dans la prise en charge du diabète et essayaient de convaincre Nicolas de commencer une pompe à insuline. Nicolas n'est pas intéressé. L'un des parents a de la difficulté à dormir et à se concentrer et consulte régulièrement son téléphone pour suivre les glycémies. L'autre parent est inquiet et un peu frustré de voir son partenaire aussi stressé et est frustré aussi et intolérant envers Nicolas parce qu'il refuse la pompe. Une tension s'installe dans la maison entre Nicolas et ses parents récemment. Cette semaine, la mère de Nicolas remarque qu'il n'a pas pris son insuline à midi à l'école. En fin de journée, elle est frustrée, elle devient de plus en plus inquiète et effrayée et elle s'exclame « Comment ça t'as oublié ?» Elle lui explique ensuite qu'il sera mieux avec une pompe et elle liste une longue liste de risques liés à l'oubli de l'insuline. Nicolas répond avec colère, disant à sa mère de le laisser tranquille, qu'elle l'espionne. Son père se fâche contre Nicolas pour avoir crié après sa mère et insiste à nouveau que la pompe sera mieux pour lui. Suite à cela, Nicolas décide de retirer l'accès de ses parents à suivre ses glycémies. Ses parents continuent de le relancer régulièrement avec des rappels concernant ses injections et des questions sur sa glycémie. Et Nicolas répond que tout va bien et semble de plus en plus distant et renfermé. Ses parents se sont bloqués et Nicolas a l'impression qu'il ne s'intéresse plus qu'à son diabète et qu'il ne le voit plus comme une personne complète. Merci. Prochain diapo. Juste une petite précision. On parle ce soir du développement typique de l'ado, car il existe plusieurs autres facteurs importants qui ont un impact sur l'ado et son comportement, mais on n'en parlera pas aujourd'hui. En général, selon les experts en développement du cerveau de l'enfant, l'adolescence est une période marquée par un développement important du cerveau. Et ces facteurs liés au développement peuvent entraîner des conflits entre les parents ou proches aidants et l'ado. Voici quelques caractéristiques à prendre en compte. La prise de risque, la pensée magique, que rien de grave ne m'arrivera, la recherche de l'autonomie, l'influence des amis, la recherche d'identité ou désir d'être comme les autres, et en même temps, tout en même temps, la prise de distance ou un peu de distance de ses parents ou proches aidants. Alors, les besoins liés au diabète de type 1 sont tels que les parents ou proches aidants jouent un rôle essentiel dans le soutien de leur ado, ce qui peut entrer en conflit avec la recherche d'autonomie. Le diabète de type 1 ramène les ados vers leurs parents, ce qui complique le processus de prise de distance de leur camp de base. Vivre avec le diabète de type 1 rend l'ado différent et peut le faire sortir du groupe. Par exemple, les bips des appareils ou juste le fait d'avoir son téléphone cellulaire en classe alors que les autres n'ont peut-être pas le droit. Alors que votre ado, cet ado, souhaite peut-être simplement de s'intégrer. Tout cela amène les ados, comme Nicolas, à faire des choix. En plus, la capacité des ados à conceptualiser les risques à long terme n'est pas encore entièrement développée. Leur motivation est plus concentrée sur l'immédiat. Par exemple, le plaisir de passer du temps avec mes amis peut sembler plus important que changer mon cathéter tout de suite. Je peux repousser le changement du cathéter ou bien l'injection du midi afin de pouvoir aller joindre à eux.
On peut alors supposer que plusieurs des comportements observés à l'adolescence s'expliquent souvent par ces facteurs de développement. Alors, même si ce n'est pas nécessairement facile à gérer pour les parents ou proches aidants, Nicolas réagit peut-être simplement en fonction de son développement. Et c'est à nous, en tant que parents, proches aidants ou les membres de l'équipe médicale du diabète, d'adapter nos efforts pour soutenir un ado comme Nicolas. Alors, voici comment Nicolas a pu vivre cette journée à l'école. Regarde, j'ai manqué une dose. Rien de grave ne s'est passé. En plus, je n'ai pas envie de le faire. Mes parents ou médecins insistent et je veux pouvoir faire certains choix ici. En plus, personne d'autre n'a à le faire. Ça m'empêche de passer du temps avec mes amis. J'ai juste envie de me sentir normale parfois et de ne pas paraître différent des autres. Et même si je ne parle pas aujourd'hui spécifiquement de la détresse liée au diabète, il est important d'ajouter que Nicolas pourrait également se sentir alourdi par les soins quotidiens liés au diabète type 1 et avoir besoin d'une pause. Il essaie peut-être de s'échapper du stress causé par c'est correct, par les demandes constantes et de ne pas prendre ce dose de midi pourrait être une façon de s'évader. Voilà, merci. On peut changer de diapo. Alors, changeons un peu la direction. Comment ce diagnostic affecte-t-il une famille? Chaque membre de la famille a sa propre manière de s'adapter au diagnostic du diabète type 1. On peut avoir quelqu'un en mode d'action ou déni ou évitement. On a de la deuil, colère, peur, culpabilité, un sentiment d'impuissance, etc. Et comme chaque membre d'une famille s'adapte à sa manière, le risque est que deux membres de la famille ne se comprennent pas et soient confrontés aux réactions des autres membres de leur famille, ce qui peut augmenter le stress dans un environnement déjà tendu du côté émotionnel. L'impact de ce diagnostic sur la santé mentale et le bien-être des jeunes, ainsi que sur celui de leurs parents ou proches aidants, peut être considérable. Dans le milieu pédiatrique, l'attention et les services offerts sont principalement concentrés sur la réaction et l'adaptation des jeunes. Cela dit, la détresse psychologique chez les parents, après un diagnostic de diabète type 1 chez leur enfant ou adolescent, peut avoir des impacts sur la communication familiale, l'augmentation des conflits familiaux, la diminution des compétences parentales, l'impact sur l'adaptation des jeunes et la santé mentale et physique des parents. On peut passer au prochain. Le diabète de type 1 peut compliquer les relations familiales, affectant la façon dont les partenaires s'interagissent, l'intimité et les relations entre frères et sœurs. Par exemple, comment la sœur de Nicolas vit-elle tout cela? On ne parle pas de ça ce soir, mais c'est important à garder en tête. Le stress et l'inquiétude constants peuvent laisser les parents épuisés, incapables de dormir et ayant du mal à penser clairement, en plus de la peine de perdre une vie quotidienne normale. Alors, les parents de Nicolas, on va retourner à Rosalie au dernier diapo. Merci. Les parents de Nicolas, comme la plupart des parents ou proches aidants, arrivent à l'hôpital inquiets, leur enfant ou ado avec des symptômes. Ils repartent avec un diagnostic de diabète type 1 et de nouveaux rôles, infirmiers, infirmières de triage, nutritionnistes, endocrinologues et en fait intervenants de crise 24 heures sur 24. Les parents ou proches aidants apprennent à se trier pour les cétones, les hypos, gérer les jours de maladie, en fait penser comme un pancréas. Ce qui pourra amener un parent ou un proche aidant à oublier ou perdre de vue l'enfant dans sa globalité. On vous demande d'être en mode d'action dès jour 1. Alors, comment trouver un équilibre dans tout ça? Merci. Récemment, une psychologue du Mexique, elle-même, elle vit avec le diabète type 1, elle a invité la Société internationale pour le diabète pédiatrique et adolescent à réfléchir au concept du temps dans le bonheur, plutôt que de se limiter au temps dans le cible. Cette mesure médicale qui indique la fréquence à laquelle la glycémie se situe dans le cible. Alors, je vous pose la question. Avez-vous déjà réfléchi à cette notion, l'idée du temps dans le bonheur? Comment trouver un équilibre entre temps dans la cible et temps dans le bonheur?
Le diabète de type 1 exige de trouver un juste milieu entre le bien-être médical et le bien-être émotionnel de chacun et la famille. Alors, comment s'y rendre? On peut aller au prochain diapo. Merci. Votre ado a encore besoin de vous, même si ce n'est pas nécessairement le message que vous recevez et même si cela semble contredire certains aspects de son développement. Il s'agit d'explorer au niveau familial comment évoluer vers une communication ouverte et une collaboration si vous êtes confronté à cet obstacle. Si l'on prend un exemple général, celui des rappels fréquents, as-tu changé ton cathéter, pris ton insuline, as-tu des collations sur toi, du sucre rapide, tout ce qui pourrait être utile comme rappel à ton ado. D'après mon expérience, quand on demande à des ados qui vivent avec le diabète type 1 si les rappels sont utiles, les réponses varient. On en a oui, très utile. Puis on a non, pas du tout aidant. Souvent, je l'ai déjà fait. Puis ça m'énerve. Et encore, d'autres répondent oui et non. Ça peut m'aider des fois, mais je le trouve aussi assez énervant. Alors, un point de départ pourrait être de réfléchir à la fonction de ces rappels. À qui s'adressent-ils? Sont-ils réellement utiles? Y a-t-il une autre façon d'aider? Est-ce que cela, les rappels, permettent seulement le parent d'apaiser ses propres inquiétudes? Est-ce que cela répond aux besoins de l'ado? Alors, prenez un moment ou plus si besoin pour prendre conscience de vos inquiétudes avant d'aborder votre ado, afin de vous autoréguler. Vérifiez avec votre ado si vos rappels sont réellement utiles ou s'il ne risque pas, sans le vouloir, de le faire sentir de la honte ou de la frustration. L'idée pour les parents de Nicolas est d'abord de régler leurs propres émotions et réactions émotionnelles, puis d'engager dans un dialogue avec Nicolas sur ce qui peut être utile pour lui. Si ce concept est nouveau dans cette famille, de lui aussi expliquer qu'il essaie comme parent de faire les choses différemment, tout en se montrant patient pendant que Nicolas s'adapte à cette nouvelle façon de faire et en se préparant aux réactions possibles de Nicolas et de tolérer les réactions possibles, ce qui nécessite davantage d'autorégulation des parents. Cela peut possiblement changer la direction de leur dynamique familiale. Alors, on reprend la journée en question. Salut Nicolas. Alors, il revient de la maison. Maman est là. Elle l'attend. Salut Nicolas. Comment s'est passée ta journée? Tu avais dit que tu avais un projet à rendre. Comment c'est passé? Comment ça s'est passé? Alors, c'est un engagement dans une discussion sur d'autres priorités ou d'autres aspects de sa vie. Et là, on entend le j'ai remarqué que ta glycémie était élevée toute la journée. Comment tu te sentais en faisant preuve d'empathie et en modérant l'inquiétude? Et j'ajoute un petit mot ici. Ça se peut que Nicolas s'attend à ce que son parent se fâche. Il a besoin de temps à s'adapter au changement dans la façon que ses parents communiquent avec lui. Et il arrivera avec le temps. On continue avec, j'imagine que tu as dû passer une journée difficile, que tu ne te sentais pas très bien, avec du vrai empathie, d'essayer de lui démontrer que tu comprends que ça aurait peut-être été une journée très difficile pour lui, ou peut-être pas. Tu as beaucoup à faire. C'est pas mal de choses à gérer. Je me demandais si je pouvais faire quelque chose pour t'aider avec tout ce que tu as à faire, en plus de la gestion du diabète. J'ai quelques idées qui pourraient peut-être aider. Veux-tu les entendre? Ah, c'est peut-être pas le bon moment. On pourrait trouver un autre moment pour s'asseoir et voir comment je peux être aidant. C'est aussi une occasion pour réparer une tension précédente, les conflits précédents. Par exemple, j'ai l'impression que mes efforts n'ont pas été très utiles ces derniers temps et j'aimerais trouver une autre façon de te soutenir. J'aimerais y travailler avec toi et j'aimerais entendre ce que tu as à dire. Alors, un dernier mot, c'est que tout cela peut prendre du temps et ce n'est pas toujours évident. Sois patient et consistant avec ton ado et aussi avec toi-même. Et ce n'est pas grave si tu ne réussis pas toujours. Tu peux le reconnaître, l'assumer et aller en avant. Par exemple, je suis désolée, Nicolas, je n'étais pas aidée, je n'étais pas aidant en ce moment-là. J'y travaille encore. Merci d'être patient avec moi.
et merci à vous tous pour votre présence ce soir. Je passe la parole à Zosha. Merci, Dawn. Merci. Donc, pour cette deuxième partie, on va faire la transition de l'adolescence vers la vie adulte et puis on va aborder des thèmes qui reviennent très, très souvent dans les suivis que je fais en clinique avec des personnes qui vivent à la fois avec un diabète de type 1 et qui ont des enjeux de santé mentale connexes. Donc, on va parler de perfectionnisme glycémique et puis on va parler de détresse liée aux appareils. Alors, je vous présente Sophie. Elle a 34 ans et elle vit avec le diabète de type 1 depuis l'adolescence. Elle utilise une pompe et un capteur depuis quelques années maintenant. Et selon son équipe traitante, ses glycémies sont dans les cibles la majorité du temps. Mais pour Sophie, c'est pas du tout comme ça qu'elle le vit. Elle commence sa journée en consultant sa glycémie avant même de sortir de son lit. Si le chiffre n'est pas exactement comme elle l'espérait, une cascade de pensées s'enclenche en elle. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'aurais dû le savoir, j'aurais dû mieux prévoir, j'ai gâché ma journée. Et ce scénario se répète tout au long de la journée pour elle. Elle vérifie fréquemment, réagit à de petites variations, elle ajuste très rapidement, mais sans jamais vraiment se sentir rassurée, même quand elle est dans la cible. En arrière-plan, il y a une pression constante. Dès que les chiffres s'éloignent, même légèrement, elle devient très anxieuse et surtout très autocritique, donc envers elle-même, comme si elle avait échoué à quelque chose qu'elle devrait être capable de contrôler. Rendue au dîner, elle se sent complètement épuisée parce qu'elle appelle des centaines de micro-décisions à gérer. Ces technologies sont à la fois une sécurité pour elle, mais aussi elle a l'impression que c'est comme une laisse. Les données ne s'arrêtent jamais et elle non plus. Elle se réveille parfois la nuit pour vérifier au cas où. Elle est aussi de plus en plus consciente de la visibilité de ses appareils, les alarmes, le regard des autres, l'impression que son corps n'est plus jamais vraiment complètement à elle. Si on lui demande comment elle aura tendance à répondre: je fais tout comme il faut, mais j'ai l'impression que c'est jamais assez, c'est jamais suffisant. Alors, qu'est-ce qu'on voit chez Sophie? Qu'est-ce qui nous saute aux yeux? Mais dans un premier temps, c'est une personne qui est extrêmement engagée, rigoureuse et responsable, et ce sont des forces réelles. Il n'y a probablement pas grand-chose que son équipe traitante pourrait lui reprocher parce qu'elle travaille très, très fort au quotidien. Et elle est super investie. Et pourtant, le résultat qu'on voit, c'est qu'elle vit une usure profonde. Il y a une vigilance et une tension intérieure constante qui l'habite. Son cerveau commence à être super fatigué de devoir toujours calculer, anticiper et corriger. Puis paradoxalement, toutes ces vérifications, tous les ajustements ne la rassurent même pas. Au contraire, elle se sent de plus en plus vidée et de plus en plus anxieuse. Et pour couronner le tout, elle se tape très sévèrement sur la tête quand ça ne se passe pas comme prévu ou comme elle aurait souhaité. Donc, il y a comme un débordement de ses forces de base. Et Sophie fonctionne avec des standards vraiment très élevés et qui sont rendus plutôt rigides. Et ce que je veux dire par rigide, c'est qu'elle tend vers un idéal carrément inatteignable qui serait parfait pour son autogestion et ses résultats. Et elle a aussi vraiment intégré le fameux discours du bon versus mauvais contrôle, des bons ou des mauvais chiffres. Le résultat, c'est que son expérience au quotidien, c'est soit que c'est la réussite ou c'est un échec. Il n'y a pas beaucoup de nuances et ça lui donne certainement pas beaucoup de marge de manœuvre pour souffler. Et avec le temps, c'est comme si les données du capteur sont devenues une sorte de bulletin de performance de son travail et de sa qualité comme patiente. Et même, j'irais plus loin, je dirais que c'est comme un jugement silencieux sur sa valeur comme être humain. Quand elle est dans la cible, elle se sent momentanément soulagée, mais ça ne dure pas très longtemps. Et dès qu'elle est à l'extérieur des cibles, c'est là que l'autocritique embarque, elle vit de la culpabilité, puis un sentiment d'incompétence. Et même si elle sait intellectuellement qu'il y a toutes sortes de facteurs qui influencent la glycémie qui sont hors de son contrôle, elle tire toujours la même conclusion. Si les chiffres sont hors cible, c'est de sa faute, puis elle a échoué. Et quand on se donne autant que Sophie et qu'on met autant d'efforts au quotidien, puis que les chiffres ne suivent pas, c'est extrêmement frustrant, c'est décourageant et ça n'a franchement aucun sens. C'est pas logique parce qu'elle travaille très, très, très fort. Le hic, c'est comme vous le savez, il y a toutes sortes d'aspects du diabète de type 1 qui n'ont pas de sens, qui ne sont pas logiques. C'est une condition qui peut être imprévisible par moment et qui surtout ne coopère pas toujours. Même si vous faites tout ce qu'il faut, quand il faut, comme il se peut que les résultats ne suivent pas et qu'on ne sache pas vraiment pourquoi. Donc, dans un contexte de santé comme ça, où il y a de l'imprévisibilité, où il y a des zones d'impuissance, plus une personne va se donner des standards élevés et rigides, moins elle va être capable de tolérer les variations
Et c'est là que la détresse va s'installer et peut s'intensifier avec le temps. Et ça nous amène, comme on va le voir à la prochaine diapo, dans un cercle vicieux. Moi, j'appelle ça le fameux cercle vicieux du perfectionnisme glycémique. Plus Sophie vise des glycémies parfaites et se met de la pression, c'est sûr qu'elle va devoir vérifier davantage et ajuster pour répondre à ces attentes-là. Sa charge mentale va augmenter et elle va s'épuiser émotionnellement. Et plus elle est épuisée, moins elle va bien tolérer la variabilité ou les variations. Et c'est là où le discours intérieur va devenir de plus en plus dur et de plus en plus sévère. Donc, à la longue, elle pourrait se mettre à se dire des choses du genre: je fais tous ces efforts tous les jours, ça ne marche pas, à quoi bon de continuer? À quoi ça sert? De toute façon, je ne vais jamais y arriver. Et c'est là où on rentre dans peut-être une forme d'épuisement lié au diabète. Quand la personne frappe vraiment un mur, elle n'est plus capable, le sentiment d'impuissance et de désespoir deviennent accablants. Maintenant, on va essayer de comprendre cette lutte qu'elle mène au quotidien parce qu'on a certainement l'impression que c'est une bataille tous les jours avec le diabète de type 1. Elle ne lutte pas seulement contre les glycémies en soi. Ici, on voit que sa lutte est surtout liée à ce que les glycémies lui font vivre à l'intérieur d'elle, de par sa façon de les interpréter. Elle vit de la peur, possiblement des complications à long terme. Elle vit de la frustration, découragement, un sentiment d'échec. Elle a l'impression qu'elle ne fait jamais assez bien les choses. Donc, ce sont des émotions très douloureuses et difficiles pour elle au quotidien. Et sa façon de diminuer sa détresse, c'est d'essayer de tout contrôler encore plus. Donc, la logique qu'elle entretient au quotidien, c'est: si je contrôle parfaitement mes chiffres, peut-être que je ne ressentirai plus cette anxiété. Peut-être que je ne ressentirai plus cette frustration, ce découragement. Peut-être que je me sentirai moins mauvaise tout le temps. Mais dans la réalité du diabète de type 1, comme on l'a dit, vu que le contrôle n'est pas total sur tous les aspects et qu'il y a des zones d'imprévisibilité, de mener une lutte comme ça en essayant d'exercer toujours plus de contrôle et un contrôle parfait, ça peut devenir improductif à la longue. Et surtout, plus elle tente de tout contrôler pour ne plus ressentir de souffrance ou de détresse, ben plus le coût va augmenter pour elle. Ça va lui coûter en énergie parce qu'elle va s'épuiser, ça va lui coûter en liberté et puis surtout, ça va lui coûter en qualité de vie. Fait que j'avais envie de vous poser une première question ce soir. Je vous invite à réfléchir à la relation que vous entretenez avec les chiffres et les données. Comment réagissez-vous intérieurement quand vous regardez votre glycémie? Est-ce que vous vous reconnaissez dans certains aspects du vécu de Sophie? Est-ce que la relation, comme pour Sophie, c'est comme compétitif? Est-ce que c'est une relation qui est hostile, conflictuelle? Ou alors, est-ce que c'est une relation où chaque partie s'ignore un peu et on est peut-être un peu plus dans le déni? Donc, il y a toutes sortes de qualificatifs pour les relations et pour décrire la relation que vous avez avec votre glycémie. Je vous invite à prendre un moment pour y réfléchir. Et si vous vous reconnaissez dans la réalité de Sophie, j'aimerais qu'on regarde à la prochaine diapo. Quoi faire avec ça? Je vous propose un point de départ pour ce soir. Et j'ai envie de dire que tout ce que j'aborde est matière à discussion et sujet à débat, sauf ce que je m'apprête à dire. Et c'est la seule chose que j'ai tendance à affirmer avec fermeté, c'est que les glycémies ne sont pas le reflet de votre valeur ni de votre qualité comme être humain. La glycémie est une information physiologique qui est prise à un moment précis, dans un contexte précis et qui sert à orienter une action. On peut comparer ça à la lumière du réservoir d'essence d'une voiture. Donc, quand la lumière s'allume, ça ne veut pas dire qu'on est un mauvais conducteur, ça ne veut surtout pas dire qu'on est un être humain de piètre qualité. C'est un signal. C'est le temps de s'arrêter à une station d'essence et de faire le plein. Donc, de la même façon, une glycémie hors cible, ce n'est pas un échec, ce n'est pas un verdict, c'est un indicateur, c'est une information. Donc, dans cette perspective, et surtout pour votre santé mentale sur le long terme, j'aimerais introduire l'idée ce soir qu'on puisse décoller votre valeur personnelle de ces chiffres. Donc, mettre une distance psychique entre ces deux choses, entre la glycémie et votre valeur, votre identité, votre estime. Qu'est-ce que je veux dire par décoller? Comment on peut prendre cette distance psychique? Si on reprend le cas de Sophie, elle est clairement, elle est très collée, très fusionnée avec ses pensées et avec son discours intérieur. Ce que je veux dire par là, c'est que les différentes pensées qu'elle a au sujet de sa glycémie sont vécues comme des faits. Donc, chaque fois qu'elle se dit
Ça y est, mes chiffres sont mauvais, je suis donc ben poche, je suis incompétente. C'est comme si c'était une vérité absolue. Elle y croit et elle vit toutes les émotions douloureuses qui viennent avec ce genre de pensée très dévalorisante. Mais une pensée, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est simplement un événement mental. C'est un événement mental qui est produit automatiquement par l'esprit. Le cerveau génère des pensées automatiquement, c'est ça sa fonction. Tout comme la fonction de votre cœur, c'est de produire des battements. Mais à la différence des battements cardiaques, avec le cerveau et avec les pensées, on a un pouvoir d'agir sur l'attention qu'on accorde à nos pensées et surtout comment on y répond et comment on réagit à leur contenu. Peut-être qu'une métaphore utile, ça peut être de voir la pensée comme une voiture qui passe sur une route. Donc la voiture arrive, on la voit au loin, elle arrive, elle fait du bruit, on la remarque, puis après ça, elle continue son chemin. Le problème survient si on monte dans l'auto et qu'on se laisse complètement emporter. Donc, comment on peut s'exercer à prendre la distance psychique que je suis en train de décrire? Ce n'est surtout pas de se forcer à penser positivement, ni d'essayer de se convaincre que tout va bien si ce n'est pas le cas. On veut créer un léger pas de recul et à la prochaine diapo, je vous donne une première piste pour s'exercer à le faire. On veut utiliser le langage pour nous aider. Il y a vraiment des formulations qui peuvent nous permettre de prendre cette distance avec les pensées. Donc, si on se dit spontanément en voyant sa glycémie, ah, ça y est, mes chiffres sont encore mauvais, je suis donc bien nulle, j'y arriverai jamais. C'est sûr que vous n'allez pas vous sentir bien. Peut-être qu'il va y avoir de la honte, de la frustration, du découragement. Donc, je vous invite à ajouter à la pensée la formulation qui montre qu'on est en posture d'observation. Donc, on se dit, ah, j'ai la pensée que mes chiffres sont mauvais, que je suis complètement nulle puis que j'y arriverai jamais. Puis on peut aller encore plus loin. Ah, tiens, en ce moment, je remarque que je suis en train de penser que mes chiffres sont mauvais, que je suis complètement nulle puis que j'y arriverai jamais. Je vais vous inviter à partir avec cet outil-là, à l'essayer, à voir est-ce que ça change quelque chose dans l'expérience interne que vous vivez. L'expérience de Sophie illustre un autre aspect très important du fardeau mental lié au diabète de type 1 au quotidien, et c'est ce rapport constant au corps et à la technologie. Et c'est sûr que la technologie a révolutionné l'autogestion du diabète de type 1. Ça amène plus de sécurité, plus de précision, puis une meilleure compréhension du corps. Mais cette avancée technologique s'est accompagnée aussi pour certaines personnes de défis au plan social et au plan psychologique, dont le premier, c'est de gérer le flux constant de données sur sa santé. Et on le voit, Sophie, elle est reconnaissante de ces appareils. Les appareils l'aident, elle se sent rassurée, ça la protège. Mais en même temps, ça veut dire pour elle que le diabète de type 1 n'est plus jamais silencieux. Il se manifeste via des alarmes, des sons, des vibrations, des chiffres, des courbes qui viennent constamment rappeler sa présence. Donc, même quand ça va plutôt bien, son attention demeure partiellement captée. Elle attend la prochaine alerte, elle compare, elle ajuste. Parfois même quand il n'y a pas d'urgence réelle à le faire. Et le flot continu de données est devenu pour elle mentalement envahissant. Puis ça a créé une sorte de conflit intérieur. Donc, d'une part, la technologie l'aide, elle apprécie, mais d'autre part, la technologie la maintient dans une hypervigilance quasi constante qui est devenue très épuisante pour elle. Puis c'est aussi important de parler du rapport au corps pour elle avec l'intégration de ces appareils-là. Que ce soit le capteur, la pompe, tout ce qui a trait au site d'insertion, ben, ça requiert des manipulations fréquentes. Et ces manipulations peuvent causer des irritations, de la douleur. Ça peut être très inconfortable. Ça peut laisser des marques sur la peau. Euh, donc, c'est important de simplement d'accueillir que cet inconfort-là peut être vécu au quotidien. Et pour Sophie, sa façon de le vivre, que c'est comme si son corps n'était plus simplement un support naturel à la vie. Pour elle, c'est devenu un espace technique qu'elle doit surveiller, ajuster, optimiser. Donc, elle peut même avoir l'impression que son corps est devenu en quelque sorte robotique ou un peu mécanisé. Et donc, l'intrusion des appareils, pour elle, a modifié son image corporelle. Euh, ça brime son sentiment de liberté. Et puis, elle a le sentiment d'être différente des autres parce qu'elle porte ces appareils-là. Et quand on parle des autres, justement, c'est sûr que les dispositifs sont parfois visibles, même qu'on a envie d'être discret. Ce n'est pas toujours évident de les cacher complètement.
Il révèle la condition au monde extérieur et c'est une chose quand c'est à sa famille, ses proches ou des gens de confiance, mais c'est une autre affaire quand les appareils sont vus par des collègues, par exemple, un nouveau partenaire amoureux ou des inconnus. Et ça veut dire que Sophie et vous devez vivre avec des regards, une attention qui n'est pas nécessairement sollicitée et qui peut causer des sentiments de gêne, de stress, la peur d'être jugé ou d'être traité différemment à cause de ça. Donc, si on essaie de toujours comprendre davantage la lutte que mène Sophie au quotidien avec cette fameuse technologie, encore une fois, Rosalie, on peut passer à la prochaine. Elle ne lutte pas contre la technologie en soi. Au contraire, elle trouve ça aidant. Elle lutte contre ce que la technologie lui fait vivre à l'intérieur d'elle et cette impression qu'elle a un corps un peu mécanisé. Donc, elle a honte de se sentir différente des autres, elle vit de la gêne, elle est frustrée d'avoir perdu la spontanéité et puis elle est fatiguée de toujours devoir gérer les appareils et de faire des manipulations. Et pour se protéger, encore une fois, Sophie a recours à des tentatives de contrôle. Ce qu'elle montre, ce qu'elle cache, à qui, quand, où. Et c'est sûr que, comme je disais plus tôt, d'essayer de toujours contrôler davantage, c'est sûr que ça va coûter. Ça va coûter en énergie, elle est en train de s'épuiser. Ça va coûter en liberté, c'est-à-dire que sa vie va devenir de plus en plus restreinte, surtout si elle se met à éviter des situations sociales ou des expériences qu'elle aurait autrement souhaité connaître. On peut passer à la prochaine diapo, Rosalie. Oups. Oui, donc la logique, pardon, Rosalie, en fait, je pense qu'on peut revenir à la précédente. Oui, OK. Je veux juste préciser, donc la logique qui dicte un peu son quotidien, c'est, elle se dit, si je contrôle parfaitement mes données, mon corps, mon image, peut-être que je vais me sentir moins anxieuse, peut-être que je vais me sentir moins différente des autres ou moins prisonnière de ma condition médicale. Euh, et donc là, Rosalie, on peut aller à la prochaine? Donc, pour Sophie, c'est sa souffrance et le fait de ne plus vouloir ressentir de la souffrance qui dicte ses actions au quotidien. Ses actions ne se reposent plus sur ses valeurs et les choses qui sont réellement importantes pour elle. Et c'est très légitime de ne pas vouloir souffrir. Entendez-moi bien, je ne suis pas en train de dire le contraire. Par contre, qu'est-ce qu'on fait dans un contexte où on n'a pas un plein pouvoir sur ce qui nous cause de la détresse ou de la souffrance et que cette détresse, elle est un peu inévitable? Et on le sait avec le diabète de type 1, comme je disais, il y a toutes sortes de zones d'impuissance, des zones où on a un peu moins de contrôle. Et donc, c'est là que si on essaie d'exercer plus de contrôle, on rentre dans une lutte improductive qui peut épuiser à la longue. Donc, j'ai envie de vous laisser avec les questions suivantes. Quand l'inconfort émotionnel ou psychologique est là, qu'est-ce que vous faites pour vous en débarrasser et est-ce que ça vous coûte en énergie, en liberté ou en qualité de vie? Si vous vous cachez, est-ce que ça vous rapproche ou ça vous éloigne de la personne que vous avez envie d'être en relation? Et ce que je vous propose, c'est de revenir à la notion de choix. Comme je disais pour les pensées, on peut choisir l'attention qu'on leur accorde et la réponse, la réaction à nos pensées. Donc, quand la souffrance est là, je vous invite à choisir consciemment comment agir, en fonction de vos valeurs, en fonction de ce qui est important pour vous dans la vie, ce qui fait en sorte que votre vie, elle est riche. La souffrance va peut-être encore être là, malheureusement. Ça fait partie de l'expérience humaine. Mais comme vous faites des choix avec intention et de façon consciente, au moins vous avancez dans la direction de ce qui compte pour vous, de ce qui vous fait réellement vibrer. Et peut-être qu'alors votre corps va plus être vécu comme un ennemi que vous devez réparer, et plutôt comme un compagnon imparfait, mais dans une vie qui compte. Alors voilà, merci beaucoup. Je pense qu'on va aller à la période de questions. Mais je voulais également ne pas oublier de mentionner, il y avait deux choses importantes qu'on voulait mentionner. Dans un premier temps, Percé DT1 met à votre disposition, il y a un nouveau guide pour les parents et proches aidants qui peut être commandé en ligne. Et puis aussi, Rosalie, je vais vous céder la parole s'il y a d'autres ressources ou du soutien communautaire disponible sur le site de Percé DT1. Oui, exactement. Je l'ai mis dans le chat, mais vous pouvez toujours regarder sur notre site web si vous allez dans la partie de notre site web percdt1.ca de soutien. Et aussi,
je l'ai mis, notre répertoire en santé mentale. Si vous avez besoin de trouver un professionnel en santé mentale, euh, les personnes dans ce répertoire sont déjà formées en diabète. Alors, c'est quelque chose, c'est un point c'est un avantage. Comme ça, vous n'avez pas à parler expliquer le diabète et parler du fardeau du diabète. Il y aura quelqu'un qui va comprendre tout de suite un peu plus qu'est-ce que vous vivez avec le diabète de type 1. Alors, je l'ai mis dans le chat aussi. Mais si vous avez une question en général ou un commentaire, vous pouvez le mettre dans le chat et vous pouvez lever la main. Nous avons encore à peu près 5 à 10 minutes pour répondre. Il n'y a pas de questions dans le chat, juste pour dire. Oui, j'étais en train de le regarder justement. Oui, il n'y avait pas de questions, il y avait juste un commentaire, Mm. mais pas de questions. Euh, mais moi, j'ai trouvé ça intéressant, juste aussi. J'ai adoré ça tant dans la bonne heure, pas tant dans le Mhm. cible. Vraiment, c'est un Ouais, c'est point beau, à hein? penser. C'est très beau. C'est tu sais, une manière de changer un peu, tu sais, comment qu'on pense laisser quelque chose de côté, peut-être, juste pour vraiment être une personne plus entière, tout au Mm. complet, au lieu d'être vraiment juste un chiffre ou Un chiffre, penser ouais. toujours tant dans la cible, alors qui est très important. Et ça, c'est un aspect de votre vie, c'est pas le tout de votre vie. Alors, c'est important de penser dans ça aussi. Moi, j'ai adoré ça. Merci, Dawn, de l'avoir dit. Je trouve ça vraiment, ouais, Ça puissant. m'appartient pas, c'est sûr. Oui, 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 Ça vient exactement. de quelqu'un avec l'expérience vécue. Tout le monde dans cette conférence était vraiment touché par cette présentation de cette psychologue. On était vraiment, parce qu'on parlait, c'était sûrement une conférence internationale, on parlait justement de la technologie, les avancements, le temps dans le cible. Puis là, d'un coup, il y a quelqu'un qui nous fait rappeler de l'autre côté l'importance de cette balance. Puis la difficulté de trouver la balance aussi. Mm. Exactement. C'est ça. Mm. Exactement. C'est toujours ça de la difficulté à gérer la peur. C'est ça que Mhm. Francine dit. Mhm. Mhm. Puis, mais je veux juste me permettre de répondre. La peur, elle est très légitime. Donc, la peur, on s'attend à ce que la personne vive de la peur, de l'anxiété ou des inquiétudes en lien avec les difficultés dans le présent et aussi pour l'avenir. Puis je voyais qu'il y a quelqu'un d'autre qui disait qu'il n'y a pas d'autres professionnels qui abordent l'aspect plus psychosocial du diabète de type 1. J'ai comme envie de vous inviter à le nommer. Euh, Même si vous pouvez avoir l'impression que les professionnels de la santé n'en tiennent pas compte, c'est que dans les équipes traitantes, des fois, ils sont juste pas à l'aise. Ils ont peur que s'ils posent la question, qu'ils ne sauront pas quoi faire avec la réponse. Mais il y a de plus en plus de ressources qui existent. Rosalie, elle a mentionné le répertoire. Donc, c'est des professionnels un peu partout au Québec qui sont formés à l'intersection entre le diabète de type 1 et la santé mentale. Donc, que ce soit les membres de vos équipes traitantes et tout, peuvent faire des références pour du soutien psychosocial. Donc, j'ai comme envie de de vous encourager quand même juste à le mentionner. Quand ils vous posent la question comment ça va, ben, de dire ben, je vais parler, oui, de mon hémoglobine glyquée, mais je vais aussi parler de ma peur. Je vais le mentionner pour ne pas rester seule avec ça. Oui, puis peut-être forcer la conversation aussi. Tu sais, c'est ça. Moi, je trouve que c'est important de forcer la Ouais. conversation pour comme être votre propre avocat dans tout ça, pour demander la référence, pour être certain d'avoir la référence, même si vous devez aller en dehors de la RAMQ et voir quelqu'un en privé, mais au moins vous avez, tu sais, la référence aussi, le, comment dire, le buy-in de votre équipe de soins aussi, qui est très important parce que le, le soin, c'est tout le corps, la tête et le corps. Mhm. C'est très important. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Mais demain, de toute façon, tout le monde recevra et tous les gens qui se sont enregistrés aussi recevra par courriel aussi l'enregistrement de cette séance et aussi les liens vers des ressources. Alors, et je vous invite toujours à aller sur notre site web. Nous avons plusieurs ressources aussi. Au-delà de ces-là, on a des ressources complètes sur la santé mentale, d'où trouver des informations. Alors, ça aussi, c'est toujours là pour vous.
Et alors vraiment, merci à tout le monde d'être avec nous ce soir. Merci tout particulièrement à Don Davis et Zosha Anders pour être avec nous. Merci, j'ai beaucoup apprécié. Alors, nous espérons que cette séance vous a semblé informative et engageante. Nous vous invitons aussi à partager vos commentaires si vous en avez afin que nous puissions continuer à vous offrir du contenu qui est pertinent et utile pour la communauté du DT1. Alors, comme j'ai dit, nous allons prendre une pause maintenant pour l'été. Toutes nos activités d'été, nos marches un peu partout au Canada. Et nous revenons en septembre avec plus de séries. Alors, un gros merci à tout le monde et à la Merci. prochaine. Merci tout le monde. Bonne soirée. Merci. Bonne Bonsoir. soirée.